Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie d'Esteban afin de passer une excellente soirée pour discuter autour de discours dans le jeu vidéo. Hello Esteban, comment vas-tu? Salut, eh ben écoute, ça va bien, malade, mais on est là quand même ce soir, donc et c'est avec un grand plaisir. Donc merci beaucoup et tout. Et tu vois. Bah non, mais merci à toi. Enfin, je crois qu'on s'échange les maladies en ce moment, hein. Vraiment, le début du mois de décembre est assez compliqué. J'étais malade la semaine dernière et là, je te vois bien pris malheureusement. On va essayer de faire ça vraiment tranquillement, sans trop de pression. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà sur le chat? Et donc, bah oui, alors commençons par le début. Esteban Giner, Esteban Green sur les internets. Je suis actif sur les réseaux depuis à peu près 2014-2015, où j'ai commencé vraiment à produire du contenu de Vulga sur les jeux vidéo. Et puis ensuite j'ai enchaîné et aujourd'hui donc je suis à la fois donc chercheur, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai travaillé sur les jeux vidéo, c'est pour ça on est là ce soir et je travaille toujours sur les jeux vidéo. Et je suis également salarié pour l'industrie du jeu vidéo. Eh ben, Et écoute, donc j'accompagne un grand groupe, Ubisoft en l'occurrence, quand ils me sollicitent. Et on essaie de faire les choses au mieux sur les tendances sociales, sur les tendances, tu vois, les oui. humanités numériques, etc. Complètement. Et alors, j'aimerais quand même voilà, te féliciter puisque tu es docteur, c'est assez récent, mais félicitations à toi. J'ai pu assister à ta soutenance de thèse qui était incroyable. C'était vraiment un super moment, donc félicitations encore une fois, bravo quand même parce que c'est pas rien. C'était une thèse qui t'a pris combien de temps à 7 ans. aboutir? 7 7 ans, ans. j'ai mis 7 ans. Et alors après, bon, avec je commence à avoir des retours, tu sais, il y a des gens qui viennent me voir. Bon, il faut aussi se dire que j'ai eu beaucoup de chance pour la soutenance de thèse. Alors c'est une chance, on va dire quand même qu'elle est provoquée, parce qu'il faut que je sois un peu fier de ce que j'ai fait. Mais Évidemment. c'est pas tous les jours qu'il y a une soutenance qui se passe aussi bien avec un jury aussi fantastique qui vient vraiment me titiller sur des questions très très pointues. Mais tu sais, enfin, ça a été une soutenance où on a rigolé, quoi. Oui, c'est vrai. Je Donc ça, peux c'est en, pas... Je peux en témoigner. Non, mais quand même, c'était important de le dire. C'était vraiment un beau moment en tout cas. Et peut-être avant de revenir sur le sujet de ta thèse, évidemment, qui nous occupera pendant un certain temps lors de cette émission, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours académique post-bac, s'il te plaît? Et ouais, bien sûr. Alors, donc moi, je commence un peu à faire partie de ces vieux millennials. Donc, parce que je suis de 90 tout pile. Donc j'ai eu mon bac en 2008, donc il y a 14 ans maintenant, un peu plus de 14 ans. Donc ça fait prendre du recul. Donc tu vois, mon parcours post-bac s'est étalé sur 14 ans. Donc ça fait quand même Un tu sacré vois, un morceau de sacré vie. cursus, ouais, un Ouais, sacré morceau de vie. Bah, la moitié de ma vie, en fait, quasi. J'ai c'est passé la vrai. moitié, j'ai passé la moitié de ma vie post-bac. Tu vois, C'est fou, c'est enfin, une mes grosse études, tu révélation. vois. Non, mais il y a d'autres grosses révélations, tu vois. J'ai mis 7 ans pour faire ma thèse. Mhm. Dans 7 ans, j'aurai 40 ans, tu vois. Donc, il y a des trucs mentalement qui se mettent en mouvement. Je me dis, oulala, au secours. Mais donc, post-bac, donc je fais un bac, à l'époque, c'était un bac ES, Mhm. donc économique et social, en Picardie, ma région natale, vive la Picardie à l'époque. Et, et ensuite, j'enchaîne. Alors d'abord, je ne vais pas directement à l'université, je rentre dans une école préparatoire aux grandes écoles de commerce. Donc à ce moment-là, ça s'appelait l'ISAM, donc l'Institut supérieur d'administration et de management. Donc ça se passait à Amiens. Et j'y fais 3 ans. Je m'y plais, mais je me dis aussi que peut-être que moi, c'est plus le versant universitaire et recherche qui me plaît. Mhm. Donc, je reboucle après sur des études à l'université et je fais un premier master en économie. Et donc là, tout se passe bien, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de malaise non plus. J'enchaîne et là, je commence une première thèse. À l'époque, je travaillais. Donc là, on est en 2013, tu vois, Mhm. donc 5 ans après le bac. En 2013, je commence une première thèse qui s'effondre au bout d'un an, hein.
C'est pour pour plein de bonnes raisons. La première, c'est que je n'étais pas le doctorant le plus, le plus travailleur qui soit à l'époque. Mhm. Il y avait aussi des questions d'isolement social à l'égard Ouais, de mon labo, à l'égard des collègues universitaires qui, eux, étaient dans les rails et dans ouais, la course universitaire. Tu vois, moi, j'étais pas dans ce monde-là parce qu'à ce moment-là, il fallait également que je travaille. ouais, bah oui, évidemment. Donc c'était plus Donc, compliqué pour toi et puis en de plus, tu vois, j'étais d'avoir cet vraiment isolé à équilibre. ce moment-là. J'étais géographiquement, tu vois, mon université était en France et moi je travaillais en Hongrie. Donc, tu vois, vraiment le truc, c'était pas simple. Oui, ça devait être très compliqué. Mais donc du coup, première Euh, thèse qui du coup malheureusement capote Vraiment et tu enfin, décides. pour le mieux, quoi. Oui, pour le mieux, bien sûr. Mais de toute façon, c'est toujours un apprentissage finalement, puisque Ouais, justement, oui, c'est ça. c'est quelque chose qui t'a permis de rebondir, j'imagine, et je te laisse du coup continuer sur ton parcours. Ouais, complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est. Alors, par contre, j'ai pas voulu réenchaîner bêtement, tu vois, sur un exercice que je maîtrisais pas. Tu vois, à la fin de ma première année de thèse, mon diagnostic, c'était de me dire, bah, en fait, je suis pas prêt, mentalement, j'ai pas envie, ma vie, je suis pas à ça dans ma vie, tu vois. Hmm. Mais par contre, ça reste un objectif qui m'attire. Et donc, plutôt que de repartir directement dans une seconde thèse, en fait, je décide, tu vois, de remettre un petit peu progressivement les mains dans le cambouis et d'y aller, tu vois, doucement. Ok. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que d'abord, je reprends un deuxième Master 2. Et donc là, cette fois, je fais un Master 2 entièrement à distance, en ingénierie, en sociologie des médias et en ingénierie pédagogique. Mhm. Parce que, tu vois, je suis en train de me réorienter aussi professionnellement. Ouais, complètement. Pendant ce master, il y a un truc rigolo qui se passe. C'est que j'avais un cours de jeu à l'ère du numérique et à l'ère de la communication et de la pédagogie. Et comme j'étais pas le plus non plus le plus véhément des élèves à ce moment-là, alors ça s'est bien passé, hein, les études, tout, tu vois, Hmm. tu vois, j'ai pas à rougir de mon résultat dans aucun de mes masters, tu vois. Mais tu vois, moi, j'étais pas hyper intéressé pour rendre un travail sous forme écrit, sous forme de rapport. Ouais. Donc, je propose à ma professeure de l'époque de rendre ce travail-là, un travail qui était une étude de cas sur, il fallait choisir un jeu et choisir quels allaient être les aspects pédagogiques de ce jeu-là. Mhm. Je lui propose de rendre la chose au format vidéo. Et c'est comme ça que je lance ma chaîne YouTube de vulgarisation sur les jeux vidéo. C'est Donc c'est vraiment incroyable. Je n'avais c'est pas vraiment cette l'origin histoire, story. Ah bah, l'origin tu vois, story de ta chaîne ah bah, YouTube. On en je ne apprend tous les savais, soirs. je ne savais pas que tu allais faire, tu vois, ça fait un an et demi, 2 ans qu'on se connaît. Tu vois, je savais pas que tu allais à ce moment-là dans. Tu vois, je savais pas que tu aurais un podcast. Mais si j'avais su, tu vois, j'aurais gardé cette anecdote quand même pour le podcast. Tu vois. Mais c'est vraiment parfait. Ça tombe bien. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu décides de créer du coup du contenu en ligne. Et ce C'est contenu, ça. c'est principalement, c'est quoi? C'est de la vulgarisation scientifique? C'est plutôt de Hein. l'étude ou des petites recherches que tu fais sur ton temps libre? Alors, Comment ça se passe? ça va être du bidouillage, principalement. Tu vois, j'ai jamais eu sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais eu un format très arrêté. Tu vois, là où aujourd'hui, tu regardes une chaîne YouTube, c'est hyper codé. Ouais. Là, on est en 2014-2015. Tu vois, tu vois, je lance ma chaîne YouTube en même temps que les copains du style Coop Osmosis. Il y avait également donc Sofia Versavo qui se lance. Il y avait les Game Next Door. Tu vois, il y avait un petit cluster comme ça, post jeuxvideo.com, Hmm. post Usul et tu vois un peu cette nouvelle vague qui est arrivée. Et donc on se pointe, tu vois, en se disant, bah en fait, Usul c'est génial, le joueur du grenier c'est génial, mais des fois, on aimerait bien améliorer ce qu'ils disent. Ouais. Et donc du coup, bah, on va essayer de produire nous-mêmes également du contenu. Donc tu vois, et l'idée à travers ça, c'est vraiment d'expérimenter l'écriture. Donc je fais des vidéos hyper sérieuses sur la vulga. Je fais des vidéos, des études de cas. J'ai même fait un documentaire, donc avec sur la base d'une interview et puis ensuite un parcours, un parcours que j'ai fait en Chine notamment, tu vois, pour aller voir comment se passaient les pratiques ludiques, vidéoludiques en Chine. Donc tu vois, j'expérimente. Et pourquoi j'expérimente? C'est parce que
il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable d'écrire. Ok. Et ça, tu vois, là, donc le gros de ma chaîne tient entre 2014 et 2017. C'était vraiment sur ces 3 années-là où je vais vraiment produire la majorité de mon contenu. Ok. Euh, et vraiment, et que je vais également lancer mon carnet de recherche. Tu vois, toujours dans cette pratique. Ok, il faut y aller progressivement. Donc j'obtiens mon master également en 2015. Je me laisse un an. Début 2016, je lance mon carnet de recherche qui est aujourd'hui l'un des blogs académiques sur le jeu vidéo et le jeu qui est le plus lu en France, tu vois. Quand même, c'est un beau, C'est beau, c'est incroyable. c'est un beau truc. Alors après, c'est facile parce que déjà, il y en a pas beaucoup des carnets de Mais recherche ça, faut pas dédiés le aux dire, jeux vidéo. Esteban. Ça vend pas bien. Faut rester marketeux dans l'âme. C'est le carnet le plus lu. Voilà, c'est le carnet le plus lu au monde. Non, pas du tout. C'est un carnet en fait en fait, moi je vois que c'est du contenu qui est apprécié parce que maintenant, tu vois, on est en 2023, je vois les élèves de master, de licence qui travaillent sur les jeux vidéo citer mon carnet et des fois ils me citent également, ils citent mes travaux académiques. Quand tu regardes leur bibliographie, tu vas avoir Esteban Giner, tac tac tac, écriture, un article publié. Puis ensuite tu vas avoir Esteban Green. Et, et donc tu vois, je vais avoir deux citations distinctes dans la biblio. Donc je vois quand même que c'est apprécié. J'ai mes stats qui sont tout à fait honnêtes pour l'objectif et l'envergure de ce projet-là. Mais encore une fois, vraiment, tout est fait pour me prouver à moi-même que je suis capable de. Et tu vois, en fait, c'est vraiment c'est une reconstruction qui est très, avec du recul, on a l'impression que ça a été rapide, mais sur le moment, tu vois, ça s'est fait lentement. En fait, tu vois, Ouais. j'ai pris entre le premier échec, donc 2013, et la deuxième thèse, il se passe 3 ans. Donc, je passe 3 ans à me reconstruire progressivement. Parce que tout ça, ton objectif pour toi, c'est d'être capable justement d'écrire à fréquence régulière, de te prouver à toi-même que tu peux le faire pour reprendre ta seconde thèse, c'est ça? Alors ça, c'était à l'époque, ouais, c'était ça, tu vois, il fallait que... Est-ce que je suis capable de rester assis et de lire des articles et d'encaisser des articles scientifiques qui peuvent être parfois très très complexes à comprendre. Tu vois, est-ce que je suis capable de me plonger dans toute une littérature qui va y avoir, qui va être foisonnante sur un concept clé et retracer son historicité? Tu vois, en fait, il y a plein de compétences qu'il fallait que je développe Mhm. et qu'il fallait que je prouve, que je me prouve à moi-même, en fait, Ouais. que j'en étais capable. Et donc 2016, quand je commence ma thèse, je reçois un très très bon conseil d'une collègue de l'époque qui me dit, non mais Esteban, être chercheur, c'est un ethos, donc c'est une parure, c'est une posture, c'est la façon dont tu te présentes à un public, à un groupe social. Mais si tu as envie de faire des recherches, fais des recherches. Toi, t'as pas besoin d'une thèse pour faire des recherches. Mais ça, Et c'est là où... c'est un Pardon, bon vas-y. point parce que c'est l'un des éléments déclencheurs aussi quand on avait discuté ensemble. Ça remonte un petit peu maintenant quand on s'était rencontrés et que tu m'avais justement dit en fait si tu veux faire de la recherche, si tu veux vulgariser du contenu, si tu veux créer, n'hésite pas à le faire. T'as pas besoin d'avoir une preuve sociale en fait qui te donnerait en fait cette légitimité à faire C'est ça. plus qu'autrement, C'est qu'autre ça. chose quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, tu vois, j'ai pas fait 7 ans pour être humble et tout ça. Tu vois, je vais clairement afficher mon diplôme, tu vois, j'en suis très fier. Tu vois, Bien sûr. c'est un beau parcours de vie, mais ça me rend pas meilleur chercheur. C'est pas le document papier. C'est une preuve qui constate que j'ai atteint un niveau, mais tu vois, il y a des très grands chercheurs qui ont passé toute leur carrière sans avoir de thèse. Peut-être le plus flagrant, c'est Pierre Bourdieu, par exemple, qui n'a pas de thèse. Et c'est le plus grand sociologue français du 21e siècle. Bon, Hmm. du 20e siècle, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà très Et, bien. tu vois, en fait, donc, tu vois, pareil, actuellement, il me semble, c'est Dominique Cardon, qui est aussi un très grand chercheur très connu sur ses travaux sur les réseaux sociaux, il travaille notamment de nombreuses années et je crois qu'il monte l'Orange Lab. Donc tu vois, quelqu'un qui a un pied dans tous les camps. Mhm. Je crois qu'il soutient, enfin tu vois, depuis les années 90, il écrit des travaux, il les publie dans des revues académiques et scientifiques. Et il me semble que sa thèse date de 2016 ou 2015. Donc tu vois, si tu veux faire des recherches, et ça c'est le conseil qu'on me donne, si tu veux faire des recherches, fais des recherches, prends ton stylo et écris.
Prends ton stylo, écris, couche une méthodo que tu veux tester, pose tes hypothèses et rédige, pose un cadre et fais-toi critiquer. Et Mm. apprécie la critique et va dans ces process de production des connaissances scientifiques et académiques. J'ai une, Pardon. je t'en prie, j'ai une question dans le chat qui me paraît super intéressante de Tengu qui demande on publie, où est-ce que l'on peut publier lorsque l'on cherche pour nous-mêmes en l'occurrence, et qui est-ce qui va légitimer nos propres conclusions. Alors, c'est là où il est pas c'est pas pour moi, je formule pas la question sous la forme de il faut légitimer les conclusions. Mhm. Euh, alors, on publie déjà dans des revues qui vont être clairement identifiées comme étant des revues de recherche. Donc en général, tu vas les trouver sur Hypothèse, tu vas les trouver sur Érudit, tu vas les trouver sur Kern.info, tu vas trouver des articles sur des bases de données libres d'accès pour les revues. Et là, en fait, ça, c'est la formation doctorale qui te permet aussi d'apprendre et de savoir où chercher. Typiquement, par exemple, sur l'étude tout ce qui va concerner les études des jeux vidéo, on va avoir la revue, par exemple, Sciences du jeu, qui est une revue qui est coordonnée, il me semble, à Paris 13, et donc à l'Université Paris 13. Et donc, en fait, ça, c'est des choses qu'on t'apprend au fur et à mesure de ta carrière doctorale. Donc, Mhm. donc ça vient de l'encadrement par ton directeur ou ta directrice. Ça vient aussi par les collègues, les amis doctorants et doctorantes qui te font passer des, euh, des appels à communication, des appels à publication. Et ensuite, qui c'est qui légitimise? Eh bien, en fait, c'est la recherche. L'objectif, c'est pas, tu vois, la publication scientifique, c'est pas non plus, il faut figer une connaissance et la considérer comme absolue. En fait, une fois qu'elle est publiée, elle va suivre un processus de relecture par les pairs, généralement en double aveugle. Donc, il va y avoir deux personnes, par exemple, qui vont relire ton travail, qui vont critiquer plus ou moins fortement aussi ce travail-là, en faisant des véritables feedbacks qui vont être opérationnels et très pragmatiques. Hein. Mhm. Ils vont te dire, bon, ils vont te faire un commentaire général pour dire, bon voilà, le texte c'est oui, non pour X, Y raison. Puis ensuite, ils vont aller prendre le texte, surligner les passages, et ils vont dire, bon, ce passage là c'est complètement nul, faut reprendre, etc. Enfin, tu vois, après, il y a une discussion qui s'opère au niveau de la relecture. Et une fois que l'article est publié, après, il y a toujours une possibilité que, enfin, il est, euh, il est ouvert à un accès public, et c'est cet accès public ensuite qui va pérenniser ou pas les connaissances qui sont partagées dans l'article. Si on voit qu'ensuite l'article que tu as publié est recité, réapproprié, détourné, critiqué également, en fait, C'est super euh, important. c'est super important. Et en fait, mais c'est à ce moment-là que on va considérer que, bah, en fait, l'article il est un petit peu structurant. Si on publie un article qui tombe tout de suite aux oubliettes, comme beaucoup, il y en a beaucoup hein, dont c'est le cas, et là du coup, bah, en fait, se pose la question du processus de pérennisation des connaissances partagées, ou en tout cas de la façon dont l'article structure ou la communication structure le champ scientifique. Complètement. Donc ça, Je c'est t'en vraiment prie. une conversation tout le temps, tu vois. C'est vraiment se positionner, avoir une posture conversationnelle tout le temps. On n'est pas là pour, par exemple, les gens qui critiquent mon travail ne sont pas là pour remettre en cause mon identité de chercheur. Mhm. Ils sont là pour critiquer mon travail, pour éventuellement l'améliorer ou pour me suggérer un regard différent qui aurait fait que j'ai loupé quelque chose. Voilà. Complètement. Et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que pour aussi rajouter quand on commence, et je pense que c'est l'un des points aussi de la question, c'est que quand on commence tout simplement à chercher pour soi-même sans même avoir de thèse ou parfois sans avoir la vocation d'en faire une, Esteban en parlait un peu plus tôt, publier sur par exemple un blog en ligne, faire des vidéos YouTube parfois scriptées, etc. Ça peut aider en fait. Et la légitimité derrière, elle sera probablement pas là tout de suite au départ, mais l'objectif c'est surtout de se confronter soi-même à ses propres points bloquants, apprendre à écrire et apprendre à accepter la critique parce qu'en fait, comme vient très très bien de le dire Esteban, et je vais pas paraphraser ce qu'il vient de dire pendant sa réponse, l'objectif ça reste de vraiment accepter qu'un discours il est mouvant et que ce que tu dis à un temps T en fait va être par la suite critiqué, évolué, repris
pour justement créer c'est comme ça qu'en fait on crée la connaissance principalement, c'est à travers cet Et échange-là. toi, le premier, hein. Enfin, moi, je suis le premier à critiquer mon travail. Bien sûr. Tu vois, j'ai fait une thèse de beaucoup trop de pages, mais il y a 10% il y a un chapitre entier qui, dans ma thèse, que j'ai rédigé et qui critique mon travail de thèse. Donc ouais, il y a un chapitre de 65 pages, à peu près 70 pages, qui porte sur une critique de tout ce que j'ai pu dire sur les 600 autres pages. Complètement. Mais pour rebondir sur ce qui est redit dans le chat, en fait, les critiques, souvent, quand elles sont faites de façon bienveillante et construite, l'objectif, c'est de les prendre non pas personnellement, mais de les prendre sur son travail pour progresser. Mais tous les cadres et tous les contextes ne le permettent pas, évidemment. Parfois, en ligne, C'est c'est pas très facile, hein. compliqué. C'est pas facile. Tout à Quand on fait, est hein. sur YouTube, quand on prend des critiques acerbes, parfois, voire violentes, il ne faut pas écouter toutes les critiques, mais certaines sont là, et c'est l'objectif aussi, sont là pour te faire progresser, pour te faire avancer. Je reviens un peu, je recentre sur le sujet puisqu'on aura l'occasion de réaborder ces points-là Mhm. lorsqu'on discutera de ta thèse. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la découverte, ta découverte en tout cas du monde du jeu vidéo? Toi, on rétropédale un petit peu, donc tu vas nous présenter ton parcours académique et professionnel. Comment est-ce que tu as découvert ton jeu vidéo? Quel est ton premier jeu vidéo favori? Alors, mon premier jeu vidéo favori, alors ça va être très difficile. Je pense que je ne vais pas en avoir avant. Enfin, donc on remonte il y a 25 ans, là, hein. On Oui, je remonte sais il y bien. a quelques temps, tu vois. Je pense qu'il y a eu une période, tu vois, où j'obtiens en même temps, je récupère la Game Boy de mon oncle, et en même temps, c'est l'année où on va acquérir une PlayStation avec ma famille. Donc tu vois, il y a un truc, Hmm. tu vois, il y a eu un point dans le temps un peu significatif pour moi où j'ai eu plein de jeux d'un coup. Avant ce point-là, tu vois, moi j'étais en admiration devant mon cousin qui a toujours 6 ans de plus que moi et qui jouait à Sonic, tu vois, il était sur Hmm. Mega Drive, etc. Tu vois, j'ai également eu l'occasion avant ça, tu vois, mon père avait récupéré un Atari ST, donc une espèce d'ordinateur console de l'époque, sur lequel tu pouvais plugger des manettes Mega Drive. Et tu vois, tu vois, je jouais à plein de jeux différents. Je jouais au Teenage Mutant Ninja Turtle, la version NES dessus, parce que on avait récupéré je sais pas combien de jeux craqués qui étaient sur des disquettes, sur des floppy disks. Je m'en souviens de cette Tu époque-là vois, aussi un peu. il y avait également Altered Beast qui est incroyable. Il y avait les Lemmings. Enfin, tu vois, il y avait plein de jeux comme ça Hmm. auxquels j'ai pu jouer un petit peu avant ce point dans le temps qui a été donc l'année 98 où il y a la Game Boy qui est, que j'obtiens, qu'on se partage avec ma sœur, etc. On a dessus Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, qui est un banger incroyable sur Mario. Et puis c'est là aussi où on va avoir Tomb Raider 3, qui sort, il me semble, au Noël 98, ou 99 peut-être. Il me semble que c'est 98. Je saurais pas te dire. Puis, Désolé. Là pour le coup. puis tu vois, et puis Zelda A Link's Awakening. Et donc en fait, tu vois, et puis après, au fur et à mesure, tu vois, je vais avoir Crash Bandicoot, Spyro, Metal Gear, ça a été très très important. Ce qui me fait vraiment démarrer, euh, tu vois, la thèse après. Donc là, on fait quand même un gros bond dans le vent. C'est pas parce que j'ai pas joué aux jeux vidéo, c'est plus parce que c'était une période, tu vois, qui était peut-être un peu moins structurante. Tu vois, j'avais fait Resident Evil 4, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Hmm. Batman Arkham Asylum, c'était très important. Tu vois, en fait, il y a un peu. Et après, il y a une trajectoire où je commence à à explorer un peu plus le jeu indépendant. Donc, les jeux indépendants de l'époque, hein, donc c'est pas non plus que les jeux indépendants d'aujourd'hui. Et bon, bah, tu vois, il y a tout ça qui se fait. Je continue de travailler ma culture vidéoludique qui. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Par exemple, tu vois, en 2013, je joue à Antichambre, Anti-Chamber, qui est Je connais un pas du tout. jeu. Ah bah, c'est un jeu qui est absolument fantastique, qui se passe on te simule un univers non euclidien. Donc, par exemple, tu montes un escalier, tu te retrouves en bas de l'escalier. Tu vois, c'est tout un tas c'est très très beau, c'est très méta. Et, euh, et tu vois, c'est là où je commence vraiment aussi à travailler une certaine, tu vois, un certain goût. Je commence à travailler mon goût pour plus en finesse pour le jeu vidéo.
Et puis 2015, Undertale, là c'est le jeu dont je parle tout le temps, que je présente comme étant, c'est pas totalement vrai, mais je le présente quand même comme fondateur parce qu'il a cristallisé à un moment dans le temps. Tu vois, il a cristallisé énormément de questions que j'avais à l'égard du média. Tu vois, il sort en septembre 2015. Tu vois, c'est le moment où moi je termine mon master, je me prépare, j'ai ma chaîne YouTube, je me prépare à lancer mon blog. Donc tu vois, il y a tout ça, il y a tout ce chemin qui se fait. Il y a eu un contexte à ce moment-là qui fait que, bah, en fait, c'est Undertale qui me propulse dans les travaux, dans la recherche académique, etc. Ouais, mais Et, transition parfaite, Esteban. Enfin, je veux dire, c'est parce que du coup, on peut en rentrer, je pense, assez librement dans le sujet principal ce soir, du coup, de ton interview, ta thèse, du coup. Alors, je vais pas me prêter au jeu de traduire ton propos parce que tu es là pour le faire pour nous, justement. Mais donc, du coup, tu t'intéresses à l'étude en réseau des discours, notamment dans les jeux vidéo et dans un jeu en particulier que tu viens de nous citer, Undertale. alors, alors moi j'ai perdu ton son. Ah, Si c'est... Non, peut-être. c'est bon. Non, c'est tout bon? Ok, pas de Non, souci. non. Bah, je peux me Euh, répéter. Est-ce que tu pourrais rapidement, en 3 petites minutes, nous expliquer ton sujet de thèse, comme si nous étions des novices, afin que nous puissions un peu mieux comprendre justement quel est ce projet qui t'a du coup porté donc, pendant 7 ans? Donc vraiment, moi, les questions que je vais, les questions qui vont être fondatrices pour mon travail de recherche, c'est que je vais me demander comment, enfin, je me suis demandé pourquoi et comment il y avait des interprétations différentes d'un même jeu, et à partir de quel moment, tu vois, il y avait une interprétation qui devenait légitime sur le réseau, enfin, au sein d'une communauté plutôt que d'autres. Tu vois, par exemple, Undertale, tu vois, ça a été un jeu sur. Clairement, c'est un jeu qui promeut on va dire, un idéal de pacifisme. Tu vois, à quel moment, pourquoi dans telle partie d'Internet, ces messages étaient formulés d'une certaine façon, et pourquoi sur une autre partie d'Internet, en fait, les messages étaient formulés d'une autre façon. Ça, c'est la, tu vois, ça c'est une question qui est quand même euh, qui a été vachement heuristique pour moi parce que, tu vois, à partir d'une même structure cadre, donc à partir d'une même expérience de jeu techniquement, avec, tu vois, des variations qui vont être minimes, mais globalement, il va y avoir une expérience moyenne qui va être que l'on peut imaginer comme étant relativement typique. Tu vois, comment se fait-il qu'il va y avoir des personnes qui vont ensuite venir créer par-dessus du contenu pour analyser l'œuvre, pour la réinterpréter, pour promouvoir en même temps les messages de l'œuvre tout en venant les critiquer ou en proposant d'autres variations. Donc c'est tout ça qui m'intéresse en fait. Donc ce qui m'a amené à devoir conceptualiser une proposition théorique qui permette d'appréhender, sans qu'elle s'effondre, qui permette d'appréhender, tu vois, plusieurs réalités et plusieurs vérités en même temps. Donc ça a été un premier truc qu'il a fallu que je fasse, tu vois, il a fallu que je me dise, déjà, tel jeu, il peut vouloir dire telle signification, mais il peut vouloir dire telle autre signification, il peut également vouloir dire l'inverse. Mhm. Et c'est pas une question de laquelle de ces interprétations est la bonne interprétation, mais comment ces interprétations sont situées ensuite sur Internet, comment elles sont situées dans un réseau de participants, de personnes qui communiquent, qui dialoguent entre elles, comment, tu vois, comment on va se dire, par exemple, très pragmatiquement, tu vois, il va y avoir des variations qui vont davantage se développer sur Reddit et des variations complètement autres qui prennent forme sur YouTube. Et donc comment l'ensemble, tu vois, coexiste en fait. Sachant que du coup, on appréhende dorénavant un discours, donc vraiment là, une co-construction qui va mobiliser un ensemble d'éléments qui vont faire sens à un moment donné, et qui vont promouvoir une certaine orientation, une certaine lecture de ces éléments de sens. Comment se fait-il que, en fait, c'est pas aussi simple du tout que ce qu'on aimerait le croire, qu'on peut pas du tout se reposer uniquement sur la structure de jeu, l'étude du jeu en tant que tel, et on est obligé en fait d'accepter une infinité de discours complexes, variés, incohérents.
Et tout ça, du coup, bah, en fait, moi, ce que j'ai voulu proposer, c'est comment, en fait, on fait passer le rôle donc, du ludologue, du sémiologue, du sémioticien, donc de la personne qui se charge d'étudier les jeux vidéo comme des systèmes de signification, tu vois. Mhm. Donc vraiment des systèmes qui ont du sens, des discours. Comment on fait passer son rôle, qui va être le rôle de la personne qui dit quelle est la variation, quelle est l'interprétation légitime d'un jeu, à quelles sont l'ensemble des interprétations qui circulent, de sorte à pouvoir les situer dans le temps, dans l'espace, et pour avoir une compréhension bien plus précise d'un objet en fait qui est tout le temps, qui est un peu à l'instar des atomes, en fait qui est tout le temps mouvant. Donc tu ne peux pas, tu le vois quand tu te focalises dessus, mais dès que tu arrêtes de le regarder, en fait, il se transforme. Et donc c'est Donc, ça que j'ai essayé de travailler. Donc concrètement, en fait, l'idée, c'est plutôt que d'aller porter un jugement sur une interprétation du jeu, c'est de prendre un pas, de prendre du recul et d'aller justement étudier l'ensemble en fait des interprétations autour d'un jeu et de voir en fait comment elles se comportent entre elles, où elles se déroulent. Donc ça peut être dans le jeu, mais ça peut être hors du jeu. Tu as mentionné Reddit, YouTube, etc. Ouais, Et ensuite, c'est ça. de et l'objectif de ce travail-là, toi, c'est justement c'est juste de poser des outils méthodologiques pour comprendre justement la mise en réseau en fait de tous ces discours où tu vas jusqu'à étudier en fait justement ces discours qui se créent autour du jeu. Alors c'est l'ensemble. On est vraiment sur l'ensemble. Alors évidemment, on ne peut pas être sur un travail euh, exhaustif parce que en fait, quand tu veux étudier un réseau comme Internet, tu es obligé à un moment donné de mettre un stop, parce que sinon c'est infini. Mhm. Donc, en fait, tu vas étudier une partie du réseau. L'objectif des outils que je propose, ce n'est pas forcément, tu vois, de dire que avant ce que je proposais, bah, c'était pas possible de faire de l'analyse de discours ou de l'étude des discours. C'est pas du tout ça. Moi, ce que je souhaite proposer, c'est plutôt des outils qui permettent de solidifier une analyse qui peut se faire sans l'usage de mes outils. Mhm. Et donc, tu vois, vraiment, moi, l'idée, ça va être vraiment par l'agrégation de traces, tu vois, des discussions qu'il y a en ligne, par la production de réseaux où je viens cartographier l'expérience d'un jeu, en fait. Ensuite, pour moi, ça me permet, tu vois, de dire que de proposer une preuve qui est scientifiquement falsifiable, donc qui peuvent être remises en cause pour l'interprétation, pour l'observation d'un discours. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Tu vois, en fait, il n'y a pas besoin de mes outils pour savoir que Undertale ou n'importe quel autre jeu, c'est un jeu sur la non-violence, sur Oui. le pacifisme. Mais il se trouve que je crois que quand on regarde certaines productions que j'ai pu mener pour distinguer par exemple, les expériences, quand elles sont du jeu, quand les joueurs vont se comporter soit de manière pacifiste, soit de manière complètement génocidaire, en fait, je crois que ça solidifie l'analyse de discours et la co-construction. Et ensuite, bah, en fait, bah, comment ça se répartit aussi, comment ça circule sur un réseau, parce qu'aujourd'hui, une expérience ludique, elle n'est pas jouée de manière isolée. Donc on peut toujours se... Tu vois, l'idée aussi, c'est de ça qui était un peu... que j'avais envie de creuser, c'est aujourd'hui, une personne qui joue de manière typique, moi je parle de pratiques typiques versus des pratiques structurantes, tu vois, donc la personne qui va avoir des pratiques typiques ou quotidiennes, c'est vraiment la personne qui joue dans son canapé, c'est moi le premier, et qui est en train de prendre plaisir et de faire sa partie tu vois, sans se Mm. poser de questions, etc. Une pratique structurante, c'est à partir du moment où tu vas avoir un moment réflexif sur le jeu, c'est à partir du moment où tu vas te mettre à écrire, à produire du contenu, à venir le publier, etc. Et à remédiatiser de l'information. Là, pour moi, ça c'est structurant, tu vois. Bah, en fait, il peut y avoir, tu vois, les pratiques quotidiennes qui vont te dire, bah, dans ce cadre-là, il n'y a absolument pas de discours qui se co-construisent parce que bah, finalement, Undertale, c'était juste un jeu rigolo et c'est très bien comme ça. Mhm. Mais en même temps, il y a tellement d'acteurs sur les réseaux. Et comme Undertale, c'est un jeu qui est. Tu joues à Undertale, tu fais une pause, tu vas voir les réseaux, tu te renseignes sur Undertale, et tu regardes ce qui se dit sur le jeu auquel tu joues, au moment auquel tu joues. Et donc, du coup, bah, il y a toutes les pratiques structurantes qui viennent impacter, modifier ta lecture du jeu.
et c'est comme ça que l'ensemble vit, circule et bouge, tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse à la fin là-dedans, c'est déjà, c'est de faire de l'analyse de discours. Il faut que ça soit une analyse qui soit située socialement et sémiotiquement. Ça, c'est trop cool. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable de dire quel groupe social va formuler de telle façon le discours d'Undertale. Et puis après, il va bouger, s'il va sur une autre plateforme, il va bouger, il va le formuler autrement, etc. Ça, il faut que je sois en mesure de l'appréhender. Et puis ensuite, après, de manière plus pratico-pratique, ça permet aussi moi, j'avais l'ambition de proposer des outils qui puissent accompagner et aider la création de contenu, la création de jeux. Donc, quand il y a des studios et des auteurs qui veulent promouvoir certains messages à travers certains éléments du jeu, techniquement, aujourd'hui, je suis en mesure de modéliser une photo de leur expérience de jeu et de venir les confronter en leur demandant est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais faire? Est-ce que c'est vraiment à travers ce personnage-là que tu voulais que le discours soit véhiculé au sein de ton expérience? Est-ce que c'est tel type de comportement que tu veux susciter après l'expérience en termes de réappropriation, en termes de, etc. Est-ce que tu veux que ta communauté soit plutôt, elle ait des échanges qui vont venir porter uniquement sur un seul élément du jeu ou alors sur une discussion plus générale? Et tu vois, c'est là où on commence à tomber un peu dans le côté un peu stratégique de ce que j'essaie de proposer. Alors c'est vraiment extrêmement intéressant, mais finalement, alors première question qui me vient en tête, tu m'arrêtes si ça n'a pas de lien direct avec ton sujet, mais est-ce que tu as aussi du coup derrière la volonté à un moment d'avoir une pratique sociologique, comprendre que si tu sais d'où les discours proviennent, par exemple tu parlais plutôt bah, le discours sur Reddit sur tel jeu sera différent de celui sur YouTube, est-ce que toi aussi derrière tu peux croiser ces données avec des données de plateforme, etc., pour pourquoi pas aussi avoir une idée derrière des publics et de la façon dont ils interagissent avec leurs expériences de jeu? Mm. En fait, ça fait partie. Alors, je crois que dans mes travaux de recherche, tu vois, je mentionne la chose comme étant la grande absente, en fait, Mm. de mon travail de thèse. Vraiment, tout l'aspect sociologie des discours, ça, c'est vraiment quelque chose que j'entame. Mais, tu vois, techniquement, je ne fais pas de terrain Ouais. à proprement parler. Par contre, dans le sens, tu vois, je fais pas des entretiens quali, je vais pas faire du quanti, je diffuse pas des sondages pour avoir une représentation mentale d'un truc, d'une formulation ou d'une pratique au sein d'une communauté particulière, tu vois. Moi, ce que j'essaie de faire, par contre, c'est d'ancrer mes conclusions, non pas dans ce qui va être quotidien, mais dans ce qui va être, encore une fois, structurant. Donc moi, en Mm. fait, je vais chercher les traces laissées par les joueurs et les joueuses, parce que je fais l'hypothèse que ce sont ces traces qui deviennent ensuite structurantes pour le futur. Tu vois, savoir que tel jeu, bah, quand il joue de manière quotidienne, il y a pas, il y a tu sens qu'il y a un discours, mais tu viens pas le formaliser clairement, etc. En fait, évidemment que je trouve que c'est une chose très intéressante, tu vois, à dire, et que c'est important de le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette pratique quotidienne, c'est pas celle qui va laisser des traces. Elle va laisser peut-être un peu une impression sur la personne joueuse, ça bouge pas, mais c'est à partir du moment où cette personne joueuse va prendre un café le lendemain pour discuter avec son collègue du jeu, que là il va se passer des trucs et que là qu'il va commencer à y avoir une émulsion et une co-création de discours. Donc moi vraiment c'est ça qui m'intéresse. Donc je ne fais pas une sociologie stricte au sens, tu vois, je vais pas confronter les joueurs et les joueuses au regard de leurs propres pratiques quotidiennes. Par contre, en récoltant des traces qu'ils laissent à la postérité sur Internet, etc., en fait, ça me permet quand même de retracer l'évolution de certains discours, de certaines opinions, de certaines interprétations. Typiquement, dans l'un des jeux de mon corpus, je travaille sur les Magypsy, donc, donc qui sont des personnages dans Mother 3. Et les Magypsy sont présentés comme des personnes non binaires, queer, éventuellement trans. C'est pas explicité dans le jeu. Mais il y a eu tout un tas de discussions laissées
par les joueurs et les joueuses pour déterminer quel serait le discours mainstream, quelle serait l'interprétation, la variation typique à l'égard de ces personnages-là. Est-ce que ce sont des personnages que la communauté apprécie? Est-ce que ce sont des personnages que la communauté n'apprécie pas? Tu vois, est-ce que ce sont des personnages qui sont queerphobes? Ou est-ce que ce sont des personnages qui justement, en fait, viennent représenter de la diversité, etc. Et en fait, moi, je viens chercher ces traces de discussion laissées sur les réseaux pour dire, bon, bah, pour retracer. Aujourd'hui, en 2023, typiquement, les personnages, on va tendance à dire qu'ils restent problématiques, mais qu'il y a tellement de réactualisations qui sont faites sur ces personnages que, tu vois, ils font partie des personnages très aimés et très appréciés du jeu. Mm. Mais c'était pas du tout le cas il y a 10, 12 ans, tu vois, 10-15 ans. Donc, où là, justement, c'était, bah, attends, ils sont problématiques, je les aime pas parce que ils sont trop queer, ou je les aime pas parce que ils représentent mal telle communauté, etc. Ok, d'accord. Donc Donc, en fait, le discours, mais en fait, finalement, le jeu vidéo se réactualise à chaque fois en fonction du discours qui évolue autour. Et ces mêmes discours-là, en fait, pour les capter, c'est extrêmement difficile parce qu'ils sont constamment, enfin, ils bougent constamment, en fait, puisque bah, du coup, la société évolue, chacun grandit, etc. Et puis, je vais pas revenir sur tout ce qui se passe hors du jeu qui peut faire du coup évoluer un discours. Mais en l'occurrence, ton travail, c'est un peu celui de remonter et de reprendre toutes ces traces de discours pour comprendre en fait à quel moment ça a pu changer et quelle est l'interprétation par rapport à tel ou tel personnage dans un jeu, en l'occurrence. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, mon travail, c'est pas encore une fois, c'est pas de légitimer ou de venir minimiser la parole des autres. Par exemple, si une personne concernée me dit en face que, je reprends les Mad Gypsy, en fait, ce sont des personnes, des représentations queerphobes, moi, mon travail, je peux avoir mon opinion à l'égard tu vois, je peux considérer que c'est une interprétation légitime. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de montrer que, en fait, il y a eu une évolution. Et ça, c'est grâce à cette co-construction qui est perpétuelle avec la communauté. Et que, techniquement, aujourd'hui, la façon dont les communautés réactualisent, parfois les personnes concernées réactualisent ces personnages, eh bien, tu viens atténuer. Et ça, c'est intéressant parce que tu ne viens jamais excuser le passé d'un tel discours où tu viens de dire, bah, en fait, à cette période-là, c'était ça, ça a évolué, et il y a encore des progrès à faire, mais ça a évolué, et on s'en tient là. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça permet de voir, tu vois, aussi de faire un peu de faire des pronostics et de faire un peu de prospective sur les trajectoires qui vont suivre. En fait, typiquement, bah, Undertale, on peut à peu près, on peut être à peu près sûr et certain que là, hormis, il se passe un gros truc de Maboule dans Deltarune qui vient réactualiser Undertale. En fait, Ouais. le discours du jeu, en tant que co-construction, elle est un peu préfigée, pérenne, tu vois, elle a été cristallisée, ça va pas trop bouger. Mais tu vois, par exemple, sur la même période, tu as par exemple donc le jeu Céleste qui sort. Et Céleste, ça a été un jeu qui a été passionnant à étudier parce qu'au début, c'est un jeu qui sort et vraiment, c'est toute une problématique sur la santé mentale qui émerge. Et donc, le jeu, c'est un discours sur la santé mentale. Et puis, au fil des années et des échanges plus ou moins existants ou formalisés entre l'autrice de Céleste et la communauté, en fait, Céleste, ça devient un jeu qui est fortement ancré dans des problématiques et des questions queer, trans, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution qui est absolument passionnante. Et là, tu vois, en ce moment, je commence euh, un petit travail personnel qui, du fait de ma propre pratique quotidienne, tu vois, quotidiennement, je suis en train de jouer à God of War Ragnarok. Tu vois, God of War, c'est quand même une licence qui a un gros passif, tu vois. Plutôt oui. C'est, disons que c'est clairement pas la licence qui est sortie et qui a été la plus. Là, je suis en train de regarder un long play du tout premier jeu. Tu te dis, bon, ok, est-ce que c'est un délire d'ado qui avait besoin de montrer du sexe et de la violence et être le pire possible? Ah, c'est possible, tu vois. Tu vois, c'est très clairement. Mais ce que fait actuellement les deux derniers God of War, en fait, c'est hyper intéressant. Ça veut pas dire que la série n'a toujours pas de problème, mais son évolution est hyper intéressante à tracer, en fait.
Et c'est ça qui... Et tu vois, là, aujourd'hui, la lecture, le dernier, la God of War Ragnarok, c'est vraiment l'histoire de mecs qui ont été ultra toxiques et qui vivent avec leur toxicité passée et qui apprennent à se reconstruire en faisant plein d'erreurs à ces égards. Ça veut pas dire que c'est toujours bien, que c'est merveilleux, que c'est fantastique, mais ça a bougé, tu vois. Et ça, c'est intéressant. C'est ça Ok. que j'essaie Mais donc, de, de choper, tu vois. mais c'est super intéressant parce que en gros, ton rôle, je vais essayer de le vulgariser comme ça, mais c'est un peu celui d'être l'historien de toutes les interactions qu'on peut exister autour d'un jeu et d'aller en fait, mais un peu à l'image d'un archéologue qui va aller réactualiser des discours qui ont pu avoir lieu il y a de très très nombreuses années. En fait, tu vas reprendre les différents discours qui ont existé autour du jeu et tu vas venir en fait à chaque fois les creuser, les détailler et Et comprendre les structurer en strates, les tu vois, je structurer les en mets en... strates. Ok. Tu vois, comme tu vois, tu parlais d'archéologie, bah, tu vois, en archéo, t'as plusieurs strates sous la terre, donc machin. Alors moi, je suis pas capable d'en parler, Moi non plus. mais, On peut mais s'arrêter tu là vois, sur l'exemple mais tu vois, d'archéologie. non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, mon travail, ça fait écho à, tu vois, toute la posture que j'avais envie d'avoir dans mon Hmm. travail. Tu vois, quand j'ai commencé ma thèse, bah, je suis un peu tombé dans tous les pièges des jeunes doctorants. Donc il fallait se placer, il fallait se situer, il fallait critiquer tel parce que toi, t'es dans l'autre école. Donc tu vois, il y avait des questions, tu vois, après, un peu identitaires. Tu vois, Hmm. comment tu te situes dans le champ, machin, etc. C'est des questions qui sont fondamentales, tu vois. Et en fait, plus j'ai grandi dans mon cursus et dans mon parcours de recherche, plus j'avais envie de m'extraire euh, de tous tu vois, de tout positionnement et d'embrasser un peu toutes les perspectives. Tu vois, moi j'ai été très critique, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'histoire de la psychologie sociale appliquée au jeu. Tu vois, au début, je me faisais des corpus d'articles académiques en psychosocial dans le but de les critiquer, et puis plus je les critiquais, plus tu vois, je les trouvais intéressants, et plus ça me, et plus je les aimais bien parce que je reconnaissais les méthodes. Et puis à un moment, tu vois, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ah mais attends, tel auteur, il a écrit avec tel autre auteur. En fait, il y a un club, tel groupe qui est situé matériellement dans ces études-là, Hmm. qui critique systématiquement un autre club. Et donc en fait, c'est une bagarre permanente. Et tu vois, en fait, tu vois, je commence à apprécier la chose. Et du coup, tu vois, moi, j'essaie de me positionner sans être dans une lecture critique des autres travaux, des autres méthodos. Moi, ce que j'aime faire, ce que j'aime penser que ce que je suis en train de faire, c'est de mettre à disposition des outils pour d'autres disciplines, pour tout ça. Ok. Et ouais, vas-y. Bah, en fait, j'allais surtout dire, est-ce que tu aimerais nous présenter de façon peut-être un peu plus pratique, avec un cas concret, justement la façon dont fonctionne ton travail de chercheur sur ce sujet-là, puisque tu m'as envoyé quelques documents à partager. Si ça te va, on peut rentrer dans cet axe-là et peut-être on terminera pour éviter de trop dépasser, parce que je vois le temps passe Ah trop bah oui, vite dis donc. malheureusement. Moi, ça me va très bien, mais je sais que tu es malade, j'ai pas envie que tu sois encore T'inquiète. plus malade par ma fausse. Mais voilà, on commence par une étude de cas un peu pratique peut-être. Et est-ce que tu peux alors nous parler, à l'écran s'affiche une image qui doit faire peur aux gens actuellement, de cette image qui donc est une représentation, si je ne m'abuse, de tous les discours et de toutes les, alors plutôt de tous les actants dans Undertale, c'est Alors, bien ça? alors, désolé, désolé, Romain, je crois que je vais t'embêter. Ce n'est pas celle-là. Ah, pas de souci, c'est Est-ce laquelle? que tu as ouvert les autres? J'ai les trois, Est-ce que tu as une. Tu dois avoir. Alors, la troisième, du coup. Voilà, celle-là. ok, Celle-là, elle très est. bien. Alors, ça, c'est. Alors, du coup, moi, mon travail, ça, il faut comprendre que ce que je fais, globalement, c'est de l'analyse de discours et que je produis des outils, méthodos qui ont pour objectif de solidifier une analyse de discours. C'est vraiment ça le seuil typique. Là, ce qu'on a à l'écran, c'est vraiment l'outil le plus complexe que j'utilise, qui va être de la modélisation de réseau et de la modélisation d'expérience. Donc là, ce que les gens ont sous les yeux actuellement sur le stream, si tu peux dézoomer un petit peu, c'est l'expérience d'Undertale lorsqu'elle est jouée intégralement en étant dans sa version, dans son itération true pacifiste. Donc très clairement, là c'est ce à quoi ressemble l'expérience du jeu quand le jeu est joué sans jamais tuer personne, en faisant toutes les quêtes secondaires,
en revenant à un moment donné dans le jeu pour aller explorer un autre pan. Et moi, ce qui va m'intéresser... Donc ça, tu vois, en fait, c'est du travail à la main. Hein. Ça, t'es obligé, bah, pour l'instant, ça, c'est aussi un truc sur lequel je travaille. Mais pour l'instant, t'es obligé, donc en gros, d'enregistrer l'intégralité de ton expérience de jeu et d'encoder toi-même les données. Et ce qui va m'intéresser dans ce type de réseau, c'est d'aller décerner quels sont les actants. Donc chaque bulle, si tu peux zoomer au cœur à peu près, là où il y a Papyrus, et normalement il va y avoir le cell phone aussi, le téléphone. En fait, tu vois ce que représente plus les actants sont au centre du réseau, et plus en fait ils ont des liens avec les autres actants du jeu. Alors qu'est-ce que c'est un actant dans ce cas-là? Un actant, ça va être un élément, une unité de sens. Tu vois, on va dire par exemple, informatiquement, Papyrus, tu vois, c'est des assets, c'est des sons, c'est des bases de données de sons, des bases de données d'assets qui sont réunies par un même code. Bon, moi je vais pas dans ce détail-là. Je vais supposer que Papyrus, c'est un actant en tant que tel, comme tu peux le voir Toriel, Sens, le téléphone portable. Et ce qui va m'intéresser ensuite, ça va être de voir comment l'ensemble des autres actants se positionnent. Donc là, tu vois, donc moi, ce qui va m'intéresser dans un premier lieu, c'est pourquoi, par exemple, Papyrus va être plus important que Sens. Et ça, c'est super intéressant. Parce que quand tu regardes les productions annexes, tu vois, les réinterprétations qui sont faites d'Undertale, on le verra dans le graphe suivant, en fait, Sens est effectivement bien plus important. Mais en fait, dans le jeu, il ne l'est pas. En fait, fondamentalement, il crée un moment, une singularité dans le temps, qui est très importante, qui est dans le cadre de la route génocidaire. Mais quand tu es dans la route trou pacifiste, et ben en fait, Sens, c'est le petit bonhomme qui raconte des blagues et c'est rigolo. Par contre, Ok. Papyrus est beaucoup plus important. Et pourquoi Papyrus est beaucoup plus important? Bien parce que Papyrus, en fait, c'est vraiment un personnage que tu rencontres au début du jeu, donc après la zone des ruines, et c'est un personnage qui va te suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas vraiment l'avoir sur l'intégralité de la zone donc de Snowdine, qui est la seconde zone du jeu, et tu vas l'avoir par téléphone. euh, Je vois les tu vas messages du l'avoir. chat en même temps. Donc vas-y, pardon, je te laisse continuer Non parce mais que les gens me déconcentrent volontairement en faisant des blagues dans ils ont le chat. raison. Ils ont raison. Mais du coup, tu vois, en fait, Papyrus, c'est quelqu'un qui te téléphone sans arrêt dans les zones de Waterfall, qui est la troisième zone du jeu. Et c'est également l'actant, le personnage qui réunit, dans le cadre de la run true pacifiste, c'est celui qui te met en contact avec Undyne, par exemple. C'est celui qui va réunir l'intégralité des personnages du jeu à la toute fin devant le boss final. Donc en fait, il devient incontournable parce que même dans le récit, en fait, en tant que true pacifiste, eh ben, en fait, il est fondamentalement plus présent que Sens, mais également que Toriel, alors que Toriel, elle est également hyper importante dans le jeu. Et il y en a qui disparaissent, hein. Je lis en même temps un peu le chat, mais tu vois, Undyne et Alfie, en fait, il faut vraiment les chercher Hmm. pour les retrouver. Alors si tu veux te balader, Alfie, tu vas la trouver à côté du téléphone portable. Mais, mais ce qui est hyper Alors là, intéressant, c'est c'est que la recherche. Si vous la voyez dans le chat avant moi, n'hésitez pas. mais ce qui va être du coup intéressant, c'est que également tu regardes le document, il est organisé, tu vois, il y a plusieurs types de couleurs. En fait, ces couleurs représentent des clusters. Donc, Papyrus Essence sont les éléments les plus importants du cluster vert. Qu'est-ce que c'est un cluster du coup? Ben, ça va réunir d'autres actants, ça va réunir des salles que tu explores dans le jeu, ça va réunir d'autres personnages, ça va réunir des objets, etc. Et donc là, c'est là où tu peux commencer un peu à t'amuser. Parce que tu vois, tu te dis, mais attends, ok, la première partie du jeu, elle se passe où? Elle se passe autour du cluster orange, autour de Toriel, et autour de Papyrus et de Sang. Donc en fait, dans la première moitié, vraiment la première moitié du jeu, les personnages, les actants les plus importants pour la structuration du discours, c'est des personnages. Dans la deuxième partie du jeu, c'est là où ça devient, et moi ça a été une question qui m'a hanté, tu vois.
Pourquoi dans la deuxième partie du jeu, c'est le téléphone portable et c'est plus un humain qui est incontournable. Et tu vois, ça c'est une question qui m'a hanté. Alors il y a plein de véritables, de bonnes raisons méthodologiques, hein, parce que tu vois, j'ai choisi une certaine représentation qui fait que ça a donné beaucoup de place au téléphone portable. Tu vois, moi je représentais des liens directs. Donc à chaque fois que tu recevais un coup de téléphone, bah, en fait tu avais, en tant que ton avatar, Frisk, avait une interaction avec ton téléphone. Ensuite, il y avait une interaction entre le téléphone et Papyrus qui justement t'appelle depuis son propre téléphone, tu vois. Donc Ouais. tu vois, c'est comme ça qu'on arrive à ce résultat. Mais pourquoi le téléphone portable? Hmm. Et la véritable... Alors moi, du coup, l'interprétation que je formalise, c'est que majoritairement, quand le jeu est pris dans sa... quand il est joué sans aller sur Internet, etc., vraiment en tant que tel, là, c'est l'expérience totale que tu as du jeu, et bien en fait, la co-construction du discours entre le jeu et l'audience se fait vraiment fondamentalement dans la première moitié du jeu. Et Mais la alors, deuxième moitié du jeu, c'est plus une question de construction dans le sens où on vient plus travailler un discours, on vient conforter un discours. Et la partie, tout le cluster autour du téléphone, c'est le cluster de Outland. Et en fait, c'est toute une zone qui s'ajoute hein, dans la trame narrative du jeu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une zone où l'audience, en fait, dans le discours, dans la co-construction, elle n'est plus là à choisir si elle va être pro ou contre ou pacifiste ou génocidaire. En fait, elle est là dans la confortation des choix qu'elle a fait auparavant. Et ça s'observe encore plus facilement si tu veux bien prendre le graphe génocidaire, ouais. parce que là, du coup, ça devient flagrant avec le graphe génocidaire. Hop, alors juste j'en profite pour que tu reprennes ton souffle et juste aussi Yes, pour dire donc merci. non je t'en prie pour les personnes qui sont du coup qui écoutent en replay ce podcast là, je vous invite très fortement à aller sur la vidéo YouTube qui vous permettra d'avoir accès du coup aux assets visuels, ce sera plus simple. Sinon si vous souhaitez juste comprendre très rapidement, Esteban nous présente en fait son travail de recherche dans lequel en fait il a mis sur une coupe 2D l'intégralité des interactions que l'on peut trouver et les personnages principaux inanimés ou animés par ailleurs si je dis pas de bêtises que l'on peut trouver dans un jeu et qui vont justement générer des discours autour ou dans le jeu ou autour du jeu, donc sur les réseaux, etc. Et tout cela nous permet d'avoir une lecture en fait complète des différentes façons dont le jeu se déroule. Et là, ce qu'on vient de voir, et c'est assez frappant, donc c'est pour ça vraiment allez voir la vidéo YouTube si vous le pouvez, c'est qu'en fait la première partie du jeu est quasiment la seule partie dans laquelle le joueur va pouvoir choisir et interagir avec l'ensemble des personnages. Et après, ensuite, il a beaucoup moins ce pouvoir justement d'interaction et ou de choisir la fin qui lui convient le plus. C'est bien ça, Esteban, je dis pas de bêtises. Alors, j'ai perdu un petit peu le son, On t'en fait pas. mais je pense que oui. Ok, très bien. Je Dans ne le pire des sais cas, pas tu ce que pourras tu me as le dit, mais reprocher en commentaire sur YouTube, il n'y a pas de souci. voilà, c'est ça. Et Du on coup, est-ce que c'est la fera. bonne image pour la route C'est génocidaire? c'est exactement la bonne image et on peut s'y attarder un petit peu moins si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est donc tu vois toute cette lecture euh, euh, première partie de jeu, deuxième partie. En fait, là, elle est représentée. Donc tous les clusters qui sont en haut à droite, ça représente. Alors si tu veux bien zoomer dessus, hop, tu vas avoir normalement, il me semble, en bleu clair Toriel. Oui, exactement. Donc autour de Toriel, tu vois, à côté, en bas à gauche, tu as Flowey, qui est l'antagoniste principal du jeu. En Mhm. fait, là, tu as le début et la fin du jeu. Donc toute la zone violette claire, c'est la toute dernière fin du jeu. Séquence de fin. Ok. Euh, mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe ce graphe est en forme de boucle. Alors si tu reprends un peu de recul, qu'est-ce qui se passe comment on peut lire ce graphe? Eh bien en fait, toute la première moitié du jeu est concentrée, hop, stop, si tu veux bien, entre Toriel et Monster Kid. Donc Monster Kid, c'est le cluster violet. Le cluster vert, pardon, Ouais, vert clair. vert clair, exactement. Et ça, c'est la moitié du jeu. C'est la moitié du jeu et on arrive, si tu rezoomes à ce moment-là, en fait, on va arriver dans l'expérience génocidaire du jeu. À ce moment-là, on en est au combat contre Undyne, et c'est à ce moment-là que, en fait, le jeu va se transformer parce que ensuite,
toute la région Outland, donc la 4e région du jeu, tu la traverses sans jamais rencontrer d'ennemis. Tout ce qui passe en dessous de Monster Kid, en fait, ce sont des salles qui sont intégralement vides. Et ça, c'est un truc de ma boule. Alors, pour également adresser une question que je vois qui est dans le chat, comment en fait je décide de modéliser et est-ce que du coup, en fait, est-ce que cette modélisation, elle ne fait pas que représenter, tu vois, des biais et des pratiques, une pratique de jeu qui serait biaisée. En fait, moi, quand je décide de modéliser un graphe, ce que j'essaie de faire, c'est pas de modéliser une pratique quotidienne. En fait, je vais déterminer un comportement que je vais répéter et me tenir, et tu vois, que je vais tenir jusqu'au bout du jeu. Donc le premier graphe qu'on a vu, l'objectif, c'était donc une run trop pacifiste, mais en ayant une posture de joueur qui souhaite explorer l'intégralité du jeu. Donc plutôt complétionniste. Donc on prend le temps pour aller discuter avec l'intégralité des personnages, pour aller épuiser l'ensemble des interactions, etc., etc. La seconde boucle, donc le second graphe que l'on a sous les yeux, en fait là c'est l'expérience d'un speedrun génocidaire. Donc l'objectif là, la pratique, c'est vraiment de finir le jeu le plus rapidement possible, tout en massacrant, tu vois, tu sais, c'est presque, il faudrait appeler ça du lean play, ou tu vois, un truc, tu vois, où on dégraisse vachement, tu vois, on se passe de tout ce qui est superfétatoire. Vraiment, on se concentre sur c'est quoi la trajectoire incontournable pour finir le jeu dans telles conditions. Et là, c'est quand même, donc du coup, c'est encore une fois, l'objectif, c'est de modéliser une pratique qui est structurante. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand tu essaies donc de modéliser cela, donc globalement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de modéliser des extrêmes, hein, tu vois. J'essaie pas d'appréhender une réalité typique ou une réalité quotidienne. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est de proposer, de modéliser des pratiques qui vont être extrêmes, pour ensuite dire que, eh bien, l'ensemble des variations va se situer un peu entre ces graphes. Donc ça va être un peu tu vois, une pratique quotidienne, enfin une run quotidienne trop pacifiste. Bon, globalement, on peut soutenir l'hypothèse qu'elle va ressembler au premier graphe qu'on a vu. Alors que une pratique quotidienne, une expérience quotidienne du discours qui va être donc génocidaire pour le cadre d'Undertale, eh bien, elle va davantage tendre à ce second graphe qu'on voit sous les yeux. Et du coup, là, tu vois, moi, je travaille donc sur l'étude des discours, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est aussi quelque chose que je positionne très tôt dans ma thèse, c'est que moi, j'appréhende un phénomène que j'appelle discours, mais c'est un phénomène qui porte le nom d'expérience ou de pratique également, tu vois. Donc moi, en fait, mon angle d'étude, ça va être le discours, mais en fait, ça vient également modéliser une expérience de jeu. On a sous les yeux une expérience telle en fond qui respecte une organisation, un codage en termes de pratique qui va être considéré comme étant structurant. Et ça, c'est ça qui m'intéresse à fond, parce qu'ensuite, c'est là où on va pouvoir commencer, nous, côté développeurs et développeuses de jeux, en fait, on va pouvoir se dire, mais en fait, est-ce que c'est ça vraiment l'expérience que j'ai envie de proposer ? Et est-ce que j'ai vraiment envie que mon audience joueuse traverse, je sais pas, une cinquantaine de salles sans qu'il n'y ait jamais d'autres personnages non joueurs. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Et ça, tu peux me dire, bah oui, mais en fait, on peut facilement le savoir. tu vois, on peut facilement le savoir, tu vois. Mais en fait, c'est pas si facile que ça, parce que là, en fait, en termes de la production Ça d'un paraît jeu, facile en tout cas. ça paraît facile, mais en fait, c'est toujours en fait une expérience. Enfin, tu vois, ce sont des créations collectives, et donc il faut faire circuler l'info et il faut que cette info soit comprise. En tant que tel, les graphes, tu vois, c'est difficile de les présenter. Par contre, si tu modélises 50 graphes de 50 expériences différentes de jeu,
vois, ça peut te conforter en te disant, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que tu veux que ton audience passe son temps dans les menus ou est-ce que tu veux qu'elle soit là en train d'explorer? Et donc c'est Mm. ça que j'essaie d'appréhender ensuite, peut-être dans une perspective qui soit un peu plus pratico-pratique et industrielle. Donc tu vois, c'est un peu là, c'est l'autre versant de, euh, de ce que des outils que j'essaie de proposer. Mais c'est extrêmement intéressant que tu abordes ça. Je pense que c'était justement la dernière question, la dernière partie de cette interview, c'était comprendre concrètement justement en quoi tes travaux pourraient aller aider à la production de jeux et peut-être également en mettant en exergue, voilà, par exemple, on parle beaucoup souvent enfin, on parle souvent de licence de jeu, mais par exemple, est-ce que tu penses selon toi que en identifiant un parcours typique, un chemin typique sur un jeu qui a pu exister, cela peut aider pour les productions qui vont suivre à définir en fait les interactions que les joueurs doivent avoir avec les différents acteurs dans un niveau et justement ça peut conditionner quasiment les discours qui vont exister autour du jeu. Alors, conditionné, probablement pas, parce que c'est toujours cette histoire de co-construction. Mais en tout cas, ça peut donner des billes de compréhension sur des expériences que toi t'aimerais également créer. Et encore une fois, ça peut solidifier une certaine lecture, une certaine volonté d'aller vers tel type d'expérience. Tu vois, dans le troisième graphe que je t'avais envoyé, en fait, on voit Undertale, mais on le voit également lorsqu'il est relié à d'autres réseaux, comme donc là, c'est Reddit et YouTube. Et ce que je suis allé faire pour ce type de réseau, donc si tu zoomes un petit peu, en fait, je vais voir les actants, les éléments de sens qui se déplacent dans le réseau. Donc tu vois, tout ce qui est en violet, ce sont les éléments qui viennent d'Undertale, tout ce qui est en jaune, c'est Reddit, et en rouge, c'est YouTube. Et tu vois, ce qui est intéressant avec le cas Undertale, c'est de voir qu'en fait, bah, de manière quotidienne, le discours, par exemple sur la banalité du mal, sur la violence, sur le fait de se battre, c'est pas bien, machin, etc. En fait, comment ce discours-là se déploie? Eh bien, elle va se déployer dans tout ce qui va être autour de Sens et Kara. Donc en fait, ça va être de manière quotidienne, ça va être une espèce de mash-up où les audiences joueuses et joueurs viennent réencoder, réinterpréter le discours d'Undertale pour le mélanger notamment à d'autres productions médiatiques. En l'occurrence, bah, par exemple, tu vois, il y a toute une variation quotidienne du discours sur la banalité du mal sur Undertale qui ne se formalise, qui ne se cristallise dans les productions des fans que par des chansons qui réinterprètent notamment la chanson Stronger Than You, qui vient du dessin animé Steven Universe. Donc ce qui se passe, c'est que de manière quotidienne, en fait, tu as les personnages d'Undertale, Sans, Kara, Frisk, qui sont une espèce de triptyque qui adoptent des postures très... t'as Sans, ça va être la figure du juge. Kara, ça va être une personne qui vise le génocide et les comportements sans conséquences, et machin, etc. La Mhm. violence. Et Frisk qui va être une position un peu plus intermédiaire, qui va tantôt être dans une situation de victime façon syndrome de Stockholm vis-à-vis de Kara, mais qui va également dans une posture de défense et d'autodéfense vis-à-vis de Sens. Bon, c'est compliqué. Et tout ça, en fait, ce sont juste en fait, tu vois, tout ce que je dis, toute la façon dont moi je formule les discours, bah, en fait, de manière quotidienne, c'est absolument pas la façon dont moi je le formule. En fait, c'est des vidéos qui mettent en récit ces trois personnages sur de la musique de Steven Universe, qui est rechantée, réencodée, réinterprétée, actualisée par de nouvelles paroles. Et donc, il y a un débat philosophique qui se passe entre ces trois personnes, enfin, entre ces trois personnages. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça, ça fait ce qu'on voit dans ce réseau-là. En fait, ce sont des vidéos qui ont des centaines de millions de vues. Enfin, on est quand même sur un truc qui est complètement Oui, délirant en fait en d'accord. termes de quantité. Undertale en 2018-2020, ça devait être entre 3 et 5 millions de ventes. Euh, on est sur des vidéos sur les trois plus gros, ça doit tout avoir plus de 60 millions de vues.
Oui, quand même, Donc c'est on est assez quand même sur un impressionnant. truc. Donc on est toujours, tu peux toujours botter en touche en disant non mais ça c'est un discours Mm. qui est pas le discours quotidien. Oui, mais bon, il faut se dire qu'il y a 100 fois plus de personnes qui ont écouté cette chanson que de personnes qui ont effectivement joué. Et très probablement, en fait, ce sont des personnes qui ont écouté plusieurs fois la chanson. Donc c'est ça qui est intéressant. Dans Reddit, tous les discours autour de la banalité du mal disparaissent. En fait, on se concentre principalement sur des mèmes. On va aussi avoir du contenu très pornographique. Euh, tu vois, en fait, on n'a pas tout ça. Et donc après, ce qui est intéressant pour les studios, c'est de se dire, mais en fait, vous voulez faire une expérience comme Undertale, fine. Enfin, pas une expérience comme Undertale parce que ça n'a pas de sens de dire ça, mais qu'est-ce que vous voulez auprès de votre communauté? Est-ce que vous voulez que après avoir joué au jeu, vous voulez que votre communauté fasse surtout des mèmes qui vont être, je sais pas, qui vont. Tu vois, par exemple, sur Reddit, tu as la figure de Burger Pants, qui est un personnage dépressif dans Undertale, et c'est une figure qui est ultra centrale chez Reddit parce qu'il y a plein de jeunes millennials et Z sur Reddit qui viennent faire des mèmes sur Burger Pants parce qu'ils disent ah c'est trop rigolo, on est pareil en fait, on est tous les deux dépressifs, le capitalisme c'est nul, machin, etc. Et du coup, est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire quand on crée une expérience? Est-ce qu'on a envie que cette expérience soit réappropriée par des mèmes? Est-ce qu'on a envie que les gens produisent du discours dessus? Et où est-ce qu'on a envie que les choses se passent? Et c'est ça ensuite qui permet, tu vois, plus on additionne de réseaux et d'interprétation de ce type de réseau à la façon d'une base de données, et plus après on peut mettre à disposition des vrais outils hyper intéressants pour les studios, parce que du coup tu viens, toi tu veux t'inspirer, tu veux connaître quelles a été les réappropriations de discours de tel jeu, parce que tu aimerais qu'il y ait ce type de réappropriation pour toi. Et donc du coup, tu peux naviguer comme ça et tu peux se dire, bah en fait peut-être que il va falloir que j'encode des personnages de telle façon dans mon récit pour que ça soit des personnages qui soient forcément réappropriés en termes de mèmes. Ou alors, il faut que je crée une singularité extrêmement signifiante dans l'expérience pour qu'elle devienne centrale dans le réseau à terme. Tu vois, le combat contre, dans le jeu, tu vois, la zone de ce réseau entre Sens, Kara, Frisk, etc., c'est entre 10 minutes et plusieurs heures de jeu, mais c'est à un point très précis du jeu. Donc, est-ce que tu veux tout focaliser sur un moment très précis du jeu qui va être extrêmement signifiant? Tu te bats contre sang euh, qui vient te juger pour tes méfaits. Après, tu vois, si tu te souviens, le réseau génocidaire, en fait, en fait, ce combat arrive à la toute fin, après cette boucle où tu n'as vu personne. Donc tu te dis, bah c'est bon, le jeu est quasiment fini. Hop, je vais finir le jeu machin tranquillement. Et en fait non, tu arrives à ce point d'extrême frustration qui va cristalliser énormément d'émotions. Voilà, le Judgment Hall où se trouve Sens. Et en fait, c'est ça qui se passe. Du coup, c'est pour ça que bah, du coup, cette singularité, elle a, pour moi, elle a autant marqué, alors que en vrai, si tu regardes posément l'expérience telle qu'elle est formalisée, en fait, ce combat-là, c'est un combat qui n'a à peine été joué que par une toute minorité des joueurs et probablement dans une unique. Et il n'a été que joué lors d'une pratique très particulière du jeu. Et c'est ça qui est intéressant. L'écart est tel que tu es obligé de te dire, en fait, si je veux à terme créer un truc extrêmement signifiant, bah peut-être qu'il faut que je m'inspire de ça. Mais c'est absolument fascinant. Enfin, j'ai un milliard de questions, mais je vais devoir me concentrer sur quelques-unes. Mais en fait, ce que moi je trouve vraiment très utile aujourd'hui, on parle de plus en plus des jeux et notamment aussi de leur, de leur capacité à générer en fait du contenu, hein, c'est-à-dire pouvoir obtenir des vues sans pour autant avoir à payer de la publicité notamment. Et en fait, il y a beaucoup d'agences marketing qui se concentrent sur le sujet et connaître en fait la centralité d'un personnage par rapport à une audience type sur un réseau, en fait, ça donne une toute nouvelle dimension au jeu. Par exemple, ici, on sait qu'un personnage comme Burger Pants pourrait avoir un rôle extrêmement important si on devait faire bah, du coup une campagne marketing ou de communication sur Reddit, par exemple. Alors, Contrairement, alors j'applique en fait, hein, j'essaie d'appliquer oui, bien assez. sûr. Je sais pas si c'est exactement l'objectif que tu as, mais en fait, au-delà de la production,
en fait, on peut aider aujourd'hui avec ton travail quasiment toutes les équipes qui travaillent autour du jeu pour pouvoir promouvoir un jeu, pour pouvoir justement savoir qui adresser et comment adresser du coup les différents publics qui existent. Bah, moi, en fait, j'aimerais à terme, tu vois, tu as des bases de données. Et ça va être un de mes projets hein, que je vais commencer à mettre en place euh, entre tu vois, 2024 et plus. Tu vois, tu as des bases de données qui existent et qui s'appellent, par exemple, je sais plus là, c'est la UI Database. Donc, c'est vraiment un site qui réunit toutes les interfaces utilisatoristes Hmm. pour donner en fait des éléments de comparaison, pour donner pour créer, pour faire de l'idéation, etc. Moi, j'aimerais avoir ce même type de base de données, mais pour les discours vidéoludiques. Et tu vois, parce que au-delà de ça, ouais, en fait, tu vois, moi, c'est les objectifs de recherche sont peut-être un petit peu perchés, tu vois. Tu peux dire, bon, bah, en fait, quelle est la pertinence au regard des enjeux écologiques quotidiens? Bon, tu vois, je suis pas là pour Hmm. défendre mon sujet par rapport à, Bien sûr, il y a des choses par plus rapport graves, ça à c'est certain. à des questions qui sont bien plus importantes, enfin importantes, qui sont traitées de manière aussi plus importante. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, je suis tout seul dans mon coin. Enfin, justement, je suis pas tout seul dans mon coin, mais la recherche sur le jeu, c'est pas la recherche sur d'autres sujets plus importants, enfin plus incontournables plutôt, en santé, machin. Et donc, tu vois, moi, mais bon, pour boucler, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, une fois que tu as tout ça et que tu as cette base de données, tu commences à savoir et avoir des clés de lecture qui émergent et qui peuvent faciliter les futures interprétations. Tu vois, par exemple, moi, je me suis également amusé à formaliser des réseaux des jeux comme le solitaire. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu as toute une organisation, tu représentes une organisation et tu te rends compte que bah, globalement, les parties, quelles qu'en soient, tu as toujours l'impression qu'elles sont différentes, mais qu'elles sont tout le temps, en fait, le réseau, c'est quasiment le même d'une partie à une autre, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, en fait, le plaisir ludique se trouve dans autre chose. Il ne s'exprime pas à travers la découverte et la truc. En fait, il se trouve peut-être à travers un régime d'expérience très confortable et c'est très bien comme ça au niveau quotidien, tu vois, pour le solitaire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est aller aussi modéliser des expériences qui peuvent être pourquoi, tu vois, qui permettent d'appréhender pourquoi dans certaines licences, en fait, les personnages sont complètement anecdotiques ou juste t'en as deux ou trois qui sont incontournables et tous les autres, mais littéralement, tu t'en fiches, tu t'en contrecarres. Typiquement, là, tu vois, en venant de tête, je pense par exemple à Elden Ring. Elden Ring, tu as les boss du jeu qui sont absolument fantastiques, mais la réalité, je sais, enfin, la réalité, tu vois, moi, avec cette lecture en réseau que j'ai à partir des traces qui sont laissées, mais je suis quasiment sûr que la centralité et l'importance de Malenia Ouais, est et bien plus bien plus. importante Ouais. que n'importe quel autre personnage, même le personnage, le boss principal en fait. Parce que dans les pratiques et dans la façon dont elle va être récurrente dans les productions par les fans, en fait, on peut supposer que. Alors là, ça reste une hypothèse et ça reste un truc à travailler, tu vois. Mais c'est cette lecture que j'ai moi maintenant des jeux et des discours en réseau, sur des réseaux de réseaux, machin, ce genre de truc, qui me laisse penser que, bah, en fait, tu vois, par exemple, l'avatar, dans Elden Ring, l'avatar n'est absolument pas important. En fait, par contre, les pratiques qui vont être les pratiques de médiation et de médiatisation des avatars, ça va être surtout, tu vois, on vient pas chercher à donner une histoire particulière à Hmm. l'avatar que tu incarnes. Par contre, celui-ci va être valorisé quand tu vas faire du fashion souls, par exemple, quand tu vas chercher vraiment à créer une esthétique très particulière, très signifiante et très distincte d'un avatar quotidien, tu vois. Et donc c'est là où la chose prend de l'importance, mais uniquement dans une partie très restreinte du réseau. Tu vois, la fashion souls, c'est un truc, c'est 150 000 personnes sur Reddit. Donc tu vois, c'est tout petit. Mais Et c'est impressionnant d'avoir autant d'informations et enfin, c'est de l'or en fait, cette façon d'analyser et de procéder à l'analyse de discours en réseau. Enfin, parce que finalement,
toute la richesse que tu peux en tirer, elle peut se réappliquer dans quasiment toutes les étapes de production et de développement d'un jeu, même lorsque celui-ci justement a été publié depuis très longtemps et du coup a sa propre existence, parce que bah, ça permet d'identifier les discours de joueurs et de comprendre quels sont les éléments clés de ce jeu, même pour toucher par exemple aujourd'hui, parce que tu appelles, c'est quand même, j'allais dire micro-communauté, ce serait un abus de langage, c'est quand même une sacrée communauté, Oui, bien sûr. mais ça, ça permet quand même d'avoir cette granularité-là qui ne s'arrête pas simplement à l'aspect très effrayant du jeu Elden Ring et qui va creuser, enfin, ou Dark Souls qui va creuser plus loin justement. Mais tu vois, c'est aussi, tu vois, c'est à travers aussi ce type de production que, tu vois, on sait toutes et tous que globalement, les jeux From Software aujourd'hui, euh, ce sont des jeux, tu vois, dans les discours quotidiens, il me semble que par exemple, Game Next Door en fait, les mentionne, les présente de la sorte, ils vont dire que ce sont des jeux à wiki, tu vois, ou des, et je pense pas que ça vienne particulièrement de Game Next Door, et je pense pas que eux-mêmes revendiqueraient le truc, tu vois, mais en fait, c'est globalement, on file, on met entre les mains quelque chose, un objet, et c'est vraiment les communautés qui vont structurer leurs connaissances d'elles-mêmes, en fait, sur le jeu. Et en fait, les interactions communautaires vont ensuite, celles qui vont être très structurantes, ça va être celles qui vont se passer sur des wikis ou alors sur des vidéos qui viennent centraliser des connaissances qui ont été produites pour des wikis. Tu regardes des vidéastes comme alors c'est Vatividia, je crois, qui en fait médiatise, fait beaucoup du travail de recherche, mais médiatise aussi des connaissances qui ont été élaborées de manière communautaire sur des wikis. Et ensuite, en fait, on Mm. voit à travers ça comment l'information circule. Toi, le discours, la proposition, le récit de Elden Ring, c'est pas forcément un récit que tu comprends uniquement en jouant au jeu, ou alors tu vas en avoir une lecture très partielle, quotidienne, très minime, etc. Mais vraiment, il y a une complexification qui va s'opérer au niveau du réseau même. Là où tu as d'autres expériences qui peuvent faire de l'infodumping dans leur jeu, sans jamais que ça devienne de l'information qui circule euh, à l'extérieur du jeu. Ou de manière bien moins... ça va être bien moins important, tu vois. Donc c'est ça... du coup, ça peut donner quelques billes éventuelles sur le game design et comment on veut game designer quelque chose. Après, l'objectif, je pense que tout ce que je produis, ce n'est pas, tu vois, ça n'a pas pour objectif d'être une lecture legit des choses, etc. Vraiment, je viens pas, tu vois, je Oui, présente pas c'est... mes outils comme Ouais. étant en train de décrire la réalité véritable et unique. Au contraire, en fait. J'apporte des outils qui me semblent solidifier les interprétations, les lectures, et tout simplement, plus généralement, qui me permettent de comprendre de manière plus fine et plus complexe les objets, jeux vidéo, mais également n'importe quelle expérience médiatique. Parce qu'à terme, Oui, l'idée, c'est aussi d'appliquer les outils à d'autres objets qui sont pensés en réseau. Style, typiquement, bah là, tu vois, je travaille sur les réseaux du Marvel Cinematic Universe. Parce que c'est vraiment une œuvre collective et infinie qui mobilise tant de films et qui permet tu vois, de se dire, bah, en fait, voilà, quels sont, et qui, en fait, qui s'est étalé sur plus de 10 ans. Donc, mm, tu vois, j'essaie d'appliquer aussi mes outils à d'autres trucs. mm. Non, mais c'est vraiment extrêmement intéressant et enfin, en fait, justement, ça prouve aussi la richesse de ton travail de thèse et de ton travail de recherche parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait discuter je pense, jusqu'à 5 6 heures du matin et qu'on aurait encore d'autres questions qui apparaissent. J'y pensais en fait aussi là parce qu'il y a une question dans le chat, un petit peu hors sujet d'ailleurs, de quelqu'un qui nous demande du coup ce qu'on pense du trailer de GTA 6. D'ailleurs, allez le voir, hein, du coup, il est sorti hier, c'est très sympa. Mais en fait, ça me fait penser que dans ce trailer-là, ils mettent en avant notamment, et j'ai trouvé ça assez flagrant, toute la création de contenu qui existe. Et en fait, c'est un jeu
qui se réapproprie les façons ses propres façons d'être diffusées, puisque justement ils partagent dans le jeu, on voit des gens qui partagent des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, et apparemment il va y avoir un vrai travail. Donc même rien que ça, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que du coup tu vas pouvoir dans un jeu reprendre ton analyse et analyser le discours et la façon dont les personnages dans le jeu se comportent entre eux directement, et dont les personnages reprennent les discours en fait. Alors ça, c'est des trucs, c'est des choses que j'observe déjà. En fait, tu vois, bah, avec des jeux bien plus simples, hein. Undertale, c'est un réseau bien plus simple que ce que va être. Mm. Tu vois, moi j'aimerais, tu vois, j'élargis les outils pour les complexifier, pour les confronter à des situations toujours plus compliquées. Mais là, GTA 6, on n'est pas encore sur ce degré de complexité. Mm. Parce que, et puis surtout, enfin, il faut, moi ce que je promeus énormément dans mon travail, c'est il faut employer l'outil qui te permet d'atteindre la solidité nécessaire pour une question de recherche. Si ta question de recherche, elle ne nécessite pas la modélisation d'un réseau, faut peut-être pas le faire en fait. Tu vois, il faut. Bien sûr. Ce qui est intéressant avec le trailer GTA 6, tu vois, en fait, c'est la façon dont il a été encodé pour immédiatement, tu vois, enfin Rockstar, c'est quand même ils sont très très au fait de l'attente qu'il y a derrière leur jeu. On sait que systématiquement, en fait, ils balancent une info, t'as un contenu qui est produit de manière ultra vénère C'est très vrai. par les communautés pour remédiatiser ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Et là, par exemple, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est un TikTok de Polygone qui répertorie des vidéos qui énoncent 20 détails que vous avez manqués. Tu vois, ça commence par 10 détails que vous avez manqués dans le trailer de 1 minute 30. Puis ensuite, c'est 20 détails. Puis ensuite, c'est 50 détails. Puis ensuite, et ça va jusqu'à une vidéo qui a récolté 200-250 informations Ouais, non, mais... et qui dure 50 minutes, tu vois, sur un trailer de 1 minute 30. Donc en fait, tu vois, c'est comme ça que je peux réinterpréter, réencoder en fait la stratégie prise par Rockstar. C'est-à-dire l'enjeu du trailer, c'est pas de montrer le jeu. L'enjeu du trailer, c'est de maxer n'importe quoi qui permettrait de créer du contenu après ce trailer. En fait, Ah non, mais c'est impressionnant parce que ça on en est existe. là. Ouais, mais ça existe depuis toujours en plus sur les jeux GTA. C'est la Ah raison bah pour laquelle Rockstar, d'ailleurs ils font des campagnes marketing quasiment, allez, 1 an et demi minimum avant la sortie du jeu, si on part du principe que le jeu sortira en mars-avril ah, mais donc, 2025. Et c'est pas encore annoncé, hein, ils ont annoncé 2025, ça peut très bien être décembre 2025, donc ça peut être 2 ans. Enfin, commencer une campagne marketing 2 ans avant la sortie d'un jeu, c'est quasiment du jamais bah, vu. faut se dire aussi qu'il y a Rockstar, ils ont tout ce qu'il faut pour bien vivre, hein, Oui. en termes d'entreprise. Pas forcément les salariés, mais en tout cas en tant qu'entreprise, normalement il n'y a pas trop de risques. En fait, ils ont des licences qui sont d'une puissance médiatique, mais hallucinante. En fait, c'est quand même, enfin, tu vois, ils ont littéralement que 2 licences, Oui, Red Dead c'est exactement ça, ouais. et GTA. Donc en fait, ils sont dans un bail où, en fait, eux, ils ont la sortie de leur jeu, ça va être quand même, même s'ils sont dans cette situation confortable, ils ne doivent pas se planter. Et pour pas se planter, il n'y a pas de mystère, hein, il faut inonder. Il faut inonder. Et le mieux, c'est que ça soit d'autres personnes qui inondent gratuitement pour toi. Bah bien sûr, mais bien sûr, et pour le coup, bah, je pense que Et, Saul sur le chat a une bonne mention. Hier, le trailer a été leaké en fait par des ouais. crypto bros vers 23h40. Oui, malheureusement, hein, ils avaient mis en gros sur le trailer, on avait le droit à un icône Bitcoin. Bref, tout ça pour dire que du coup, ils ont été forcés de poster leur trailer beaucoup plus tôt que prévu, mais que malgré tout, en fait, leur communication, elle a été quasi exemplaire. Dans ce genre de situation, c'est très très dur de réagir aussi rapidement pour avoir un peu vu comment fonctionnait le monde du marketing dans le jeu vidéo. Et puis en fait, bah, comme tu le dis, Esteban, ils savent très bien derrière que un trailer d'une minute 30, ça va générer des heures et des heures de contenu sur Internet. J'ai déjà vu une vidéo ce matin qui expliquait que du coup, quand on allait commencer le jeu, enfin les gens ont déjà quasiment une idée de ce que le jeu va être après
près 1 minute 30. Ouais, C'est-à-dire que on sait ouais, qu'en non, mais fait, le trailer commence avec un bracelet électronique. Le personnage principal a un bracelet électronique au niveau du poignet. Donc les gens te disent, bon, bah, on sort de prison. Donc on s'échappe de prison, début d'une nouvelle vie. Puis en fait, on retombe dans les torts qui nous ont emmenés et conduits en prison. Et donc j'ai vu une petite vidéo sur TikTok de 3 minutes dans laquelle on a déjà des analyses extrêmement poussées à partir d'un trailer de 1 minute 30. Et le trailer a fait quoi? Quasiment 100 millions de vues non, en mais 24 heures. ça va être C'est c'est ce extraordinaire. qui mais vraiment, enfin, tu vois, c'est et puis enfin, on le sait, ça va être un trailer qui arrive dans le temps. En fait, il arrive à ce moment aussi pour commencer à structurer le réseau. Tu vois, c'est aussi comme ça qu'il faut. Tu vois, tu vois, c'était ça qui était un. Tu vois, le réseau autour, le réseau discursif, le réseau médiatique autour de GTA 6. Tu vois, il y avait des petites news ici et là. Tu vois, il y avait il y avait de la création de fausses informations avec des articles qui disaient ouais, on vous révèle le nouveau truc de GTA 6 et ensuite dans l'article il y a que dalle dedans. Donc Mm. ça vivotait à grande échelle, mais ça vivotait. Là, ils arrivent en fait avec un seul contenu médiatique, ils arrivent à structurer l'intégralité du réseau parce que du coup, tu as tous les autres actants qui vont, bam, en fait, qui vont faire converger dans une seule et même direction le réseau. Et donc ils vont le structurer dans une seule direction qui va être bah, finalement, ultimement, la sortie du jeu. Mm. Et après, c'est là où on retombe sur des travers et on va dire, bah, c'est le jeu de la façon dont le marché est structuré, mais tout un bon contenu médiatique, c'est un contenu qui circule même contre toi, en fait. Mhm. Donc là, on voit aussi dans les lectures auxquelles tu pensais, peut-être que tu voyais qu'il y a déjà des discours ultra contradictoires entre t'as des groupes qui analysent le trailer en disant mais en fait il y a une perspective progressiste derrière, ou en tout cas on va commencer à s'attendre à quelque chose de mieux de la part de Rockstar à ce sujet. Et puis en fait t'as d'autres groupes sociaux qui vont dire ah mon Dieu au secours, il se passe encore ça, on nous vole notre jeu vidéo, machin, poète poète. Oui, Et donc en fait, et à la fin, bah, ça va générer la discussion. ça va générer de la discussion, de la bagarre, tu vois, mais ça va faire vivre et ça va pérenniser le contenu. Donc là, Bien on est sûr. parti sur 3 mois à partir d'1 minute 30, on est parti pour 3 mois de discussion là. Donc c'est Complètement. royal, tu vois. Mais c'est royal pour Rockstar. Et puis, bah, je pense que Bloopeux le dit très bien dans le chat, hein. J'ai vu une super analyse qui disait on a un personnage principal féminin et derrière on a toujours ces femmes objets en fait très présentes dans les jeux Rockstar Bien depuis sûr, toujours, qui bien sûr, sont bien sûr. surreprésentées dans le trailer. Et donc du coup, bah, rien que ça, rien que ce fait-là, sans rentrer dans les détails, parce que je pense qu'il est l'heure qu'on aille se reposer, Esteban, n'est-ce pas? Mais ce fait-là va générer La de vache, la oui. tension et de la discussion. Esteban, est-ce que tu aurais un petit dernier mot peut-être après cette heure et demie de discussion passionnante? Peut-être dire que, bah, tu vois, en fait, moi, mon travail en tant que, tu vois, bon, il y a tout ce sur quoi j'ai travaillé dans ma thèse, mais en fait, moi, mon identité de chercheur, elle ne se résume pas à ça, en fait. Et tu vois, je pense que aussi c'est important de se dire que moi, j'aime bien l'idée que je me fais de moi d'un chercheur qui a plusieurs cordes à son arc. Et tu vois, le travail que j'ai fait sur cette modélisation en réseau des discours, c'est quand même un très très gros travail pour moi. Enfin, c'est l'œuvre, tu vois, c'est une thèse, hein, c'est quand même ultra. Ça a demandé beaucoup de temps, machin, etc. Mais encore heureux que ce n'est pas. Je ne concentre pas toute mon identité là-dedans, et encore heureux. Et donc, ce qui est chouette, c'est aussi bah, en fait, toutes les explorations que je peux faire sur les petits objets, etc. Tu vois, sur des lectures et des études de cas, des études de discours peut-être un peu plus typiques, qui viennent quand même continuer d'alimenter, moi, mon propre quotidien de recherche. Et je pense que c'est important, en tout cas, tu vois, de se rappeler, de garder en tête que tout ce qu'on a évoqué ce soir, ça reste en fait des interprétations. Alors moi, c'est mon rôle de formaliser en tant que, tu vois, c'est mon expertise qui est de formaliser à un moment donné ces interprétations, etc. Mais que, en fait, en aucun cas, tu vois, je tombe dans l'erreur qui serait de dire que ma parole est la parole d'évangile. En fait, c'est vraiment pas. L'objectif, c'est d'amener de la conversation
et du dialogue après les éléments que je peux produire. Et donc, assurément, tu vois, c'est toi tout ce que je travaille sur cette conception réseau, ça va évoluer. Les travaux que je poursuis vont évoluer. Et que, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la possibilité, la possibilité de mettre à disposition des outils de dialogue et de communication avec d'autres chercheurs, chercheuses, mais aussi d'autres passionnés, euh, qui, euh, qui n'ont pas cette éthos de recherche, mais qui ont en fait des contenus et des propos au moins aussi voire plus pertinents que moi. Enfin, tu vois, il y a un truc que j'ai appris. Tu vois, ça fait 7 ans que je travaille sur Undertale, que je travaille sur Earthbound, Mother, etc. En fait, tu vois, aujourd'hui, on m'attribue le qualificatif d'expert dans ces jeux-là. La réalité, c'est que je suis moins expert que les plus experts qui ne sont pas dans les recherches, mais qui travaillent sur Undertale ou Mother. Tu vois, Bien sûr. en fait, je suis la personne la moins connaisseuse d'Undertale sur les discours d'Undertale, parce qu'il y a des gens, des gens qui ont fait un travail mais complètement lunaire, qui vont jusque dans le code pour faire de l'interprétation et du discours, tu vois. Donc ils vont explorer vraiment les lignes de code de chacun des jeux et machin, etc. Et tu te dis, bon bah, en fait, moi, tu vois, je reste toujours dans cette posture. Mon objectif, c'est toujours de rester dans cette posture en fait, d'être une éponge qui réunit, qui centralise et qui redispatche ensuite de l'information et qui la met en récit, qui la fait discuter, quoi. Bah, c'est parfait, c'est une façon de conclure cette discussion qui est extrêmement passionnante. Malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les personnes dans le chat qui ont mentionné certains points, notamment sur GTA, parce qu'on pourrait beaucoup en parler. Et ce serait pourquoi pas l'objet d'un prochain épisode ou d'une prochaine discussion avec Esteban en 2024. En l'occurrence, ça me ferait très très plaisir de t'accueillir à nouveau, que ce soit sur Good Ah Luck bah, Haven ou pour d'autres sujets. Je pense qu'on a de quoi parler et que quand on discute ensemble, souvent ça peut être des très très longues discussions, donc pourquoi pas, pourquoi pas créer du contenu. En tout cas, Esteban, merci beaucoup pour ta présence ce soir et pour ton partage. C'était vraiment extrêmement enrichissant et je suis très très content aussi d'avoir pu tout simplement redécouvrir ta thèse et ton parcours également. C'est également le dernier épisode de Good Luck Have Fun 2023, ce qui veut dire que après ce soir, du coup, ma chaîne sera en vacances pendant 2 semaines et demie au soleil à La Réunion. Voilà, pour vous mettre un petit peu dans le mood. Moi, je suis extrêmement pressé. Merci à toutes les personnes qui ont assisté. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour soutenir le contenu. Et on se retrouve du coup en 2024 pour de nouvelles aventures. Esteban, merci beaucoup. Passe une excellente soirée. merci Repose-toi beaucoup. bien. Et on se dit du Ouais, coup à très très vite. Merci tout le monde. Au revoir. au revoir.